Ce podcast a été créé pour et par les Olympiens et offre des insights précieux pour tout le monde qui est passionné par le sport. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour rester au courant des nouveaux épisodes ainsi que pour tous les behind the scenes. Bienvenue dans Olympic Minds Unlocked. Team Belgium. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Les défis de nos Olympiens. Dans notre premier podcast, nous avons développé l'importance du bien-être mental et de la santé mentale de nos athlètes olympiques. Aujourd'hui, on va plus parler à propos des défis du sport de haut niveau et plus spécifiquement les défis de la participation aux Jeux olympiques. Lorsque l'on parle de sport de haut niveau, on évoque souvent la pression, le stress et les sacrifices. Mais est-ce une approche trop négative ? Si tout est si négatif, pourquoi les gens continueraient-ils à pratiquer le sport de haut niveau pendant tant d'années ? Il est donc très intéressant d'explorer aujourd'hui comment les défis et la pression rendent le sport de haut niveau très intéressant et beau, mais peuvent parfois aussi être une source de lutte. Nous aborderons donc aujourd'hui les défis auxquels les athlètes sont confrontés au cours d'une année olympique et comment le stress peut influencer le processus de manière positive et négative. Une fois de plus, je ne vais pas faire ça seul. On a à nouveau 3 superbes personnes ici. Je vais peut-être commencer avec Kevin Borlée. Bienvenue Kevin. Merci, bonjour. Kevin est un sprinter spécialiste du 400 mètres. Il disputera déjà ses 5e Jeux olympiques à Paris. Et dans les Jeux olympiques précédents, il terminera toujours en finale. Il a déjà 3 médailles de bronze au championnat du monde et 4 médailles d'or au championnat d'Europe. À côté de lui, on a Jorre Verstraeten. Bienvenue. Bonjour. Jorre est un judoka dans la catégorie des moins de 60 kilos. Il a gagné 4 médailles de Grand Chelem, dont 2 en or, et il a remporté 3 médailles de bronze au championnat d'Europe. Au dernier championnat du monde, il terminera 5e, et aux Jeux olympiques de Tokyo, il terminera 9e. Et on a aussi un expert aujourd'hui. Bienvenue André. Bonjour. André Envo, expliquez-moi un peu, qu'est-ce que vous faites dans le quotidien ? Dans mes entreprises, j'ai une piscine qui est publique avec un très bon club. J'ai commencé en 1984. J'étais coach en 88, en 92. J'étais coach de l'équipe olympique. Et j'ai raté les Jeux de 96. J'étais à ceux de 2000 et en 2004, 2008. En 2004, il n'y avait pas de nageurs aux Jeux Olympiques. Personne ne s'est qualifié. Voilà, je faisais le speaking avec Pierre Depré lors de ces 4 Jeux Olympiques, dont 2004, 2008, 2012 et 2016. Et bon, j'ai pas fait ça en 2021 parce que bon, je commençais quand même un peu à prendre de l'âge et les masques et le Japon et toute la rigueur, etc. J'ai préféré dire merci, pas de sport violent pour moi. et voilà, et là maintenant, en 2024, j'ai mon fils qui est actuellement, je pense, le meilleur nageur belge et qui va donc prester. On sort des championnats du monde la semaine dernière à Doha. Et où il a très bien presté, encore en battant 3 records de Belgique et en faisant une magnifique finale aux 400 nages libres quand tout le monde était là. Parce que on a relaté notamment que c'était des championnats du monde avec beaucoup d'absents, mais aux 400 mètres nage libre, tout le monde était là, sauf un champion olympique sortant, là, short, un Australien, mais sinon tous les autres étaient là. Je vais commencer par une citation de Siya Kolisi. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, Siya Kolisi. C'est un joueur de l'équipe de rugby sud-africaine. Et il a déclaré qu'après avoir remporté la Coupe du Monde de rugby, il disait « Nous ne ressentons pas la pression. Nous avons seulement le privilège de pouvoir faire ce que nous aimons faire et d'inspirer les gens de toutes les couches de la société. Après tout, le sport de haut niveau concerne la pression, les rêves et l'inspiration. » Vous pensez quoi de cette citation, Kevin ? Je pense que c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. C'est comment l'athlète et l'équipe perçoivent ce type de pression. Et c'est là que l'équipe même et l'esprit d'équipe, ici en l'occurrence avec le rugby, est hyper importante, où ils vont tous se porter et cette pression devient
je dirais, une locomotive pour performer. Et donc, on change le mot pression d'un côté très positif qui fait que, en fait, on n'y pense plus. On est là pour faire le job et il n'y a plus que ça qui compte. Et toi, aujourd'hui, parce que bon, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es déjà dans le sport de haut niveau, est-ce que tu es différemment aujourd'hui qu'il y a 12 ans, par exemple? Oui, clairement. Et clairement, je vois les choses différemment. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que peu importe, même si on connaît les mécanismes pour gérer la pression, d'année en année, ça peut changer aussi. Il faut pouvoir s'adapter et l'environnement fait énormément. Donc, l'expérience, quand on est jeune, on dit souvent oh, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il parle d'expérience et on est un peu tête brûlée, on s'en fout. Mais enfin, je pense simplement aux Jeux Olympiques de 2012. Si j'avais eu l'expérience ou les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais abordé ces Jeux-là complètement. Ça aurait été complètement différent pour moi. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Mais ouais, c'est un athlète évolue tout le temps et il doit évoluer pour continuer à performer, je pense. Ouais. Toi, tu penses quoi des mots de Colissi? Claire, et je suis aussi un peu d'accord avec Kevin. Ça me fait un peu penser à une autre phrase qu'on a déjà vu beaucoup, je pense, sur les réseaux sociaux. C'est que la pression est un privilège. C'est vrai. Et comme il a dit déjà, c'est juste trouver une manière différente de voir la pression et de pouvoir le transformer en quelque chose de positif. Et ça, tu vas pas faire seul. Dans une équipe, tous les joueurs peuvent le faire, mais en tant qu'athlète individuel, tu dois bien t'entourer de personnes qui peuvent t'aider à le faire. C'est impossible de faire les choses seul. Et c'est pour ça que on a tous une énorme équipe derrière qui nous aide à transformer cette pression et nous faire booster, en fait, par l'avoir. Oui, il parle de la passion, les rêves, l'inspiration. Je pense que quand je vous vois tous les deux, vous inspirez ça aussi. Mais de dire, on ne ressent pas la pression, est-ce qu'il exagère là ou est-ce que tu crois vraiment qu'il y a moyen qu'il ne sent pas la pression? Je pense jusqu'à un certain moment, là, ils la sentent pas. Ils la sentent pas. Je pense qu'ils arrivent, et c'est ça aussi la force d'une équipe ou d'un athlète individuel, peu importe le sport, c'est d'arriver dans j'ai pas envie de dire zone parce que c'est pas exactement, mais ce moment où tout est fait pour, on doit prester, on sait ce qu'on a à faire, et à partir du moment où j'applique ces choses-là, il y a rien qui peut m'arriver, qui pourrait m'arriver, et on arrive, c'est souvent comme ça qu'on arrive à ce terme, je suis dans la zone, c'est que tout se passe comme on a envie, mais ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande aussi de se rendre compte, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a de la pression, qu'il y a du stress. On peut pas se dire, oh, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. Ça, on peut pas. Mais au moment où on arrive, où il faut performer, en fait, ça disparaît parce que tout le travail a été fait. Et comme Jörg l'a dit, il y a l'équipe autour de nous qui fait qu'en fait, on est en roue libre et on peut y aller, quoi. Mm-hmm. Ouais, André, vous aussi, vous avez déjà montré dans votre introduction que vous êtes déjà très longtemps dans le sport. Est-ce que, au long du temps, est-ce que les athlètes ont quand même différentes sortes de stress parmi eux? Oui, évidemment, maintenant, tout a changé. La pression est différente, les réseaux sociaux sont là, ils sont très importants. Les médias sont là déjà depuis très longtemps. La pression, elle existe, mais je pense que pour être un athlète de haut niveau, il faut d'abord une des qualités, elle est naturelle, n'avoir peur de rien. Mm-hmm. Tu viens de parler de tête brûlée, mais celui qui reste même quand même un peu quelque part adolescent dans sa tête par rapport à l'engagement, il va être peut-être avantagé que de devenir trop rigoureux. L'entourage aussi a énormément de pression.
bon ben voilà, on vient encore de prester. Nous, ça n'a pas été trop bon. Pourquoi ? Parce que il faut aussi considérer que le sport féminin est un peu différent au niveau mental que le sport masculin. Moi, je trouve, on trouvera parfois un peu plus de désinvolture chez les garçons, mais cette rigueur qui existe chez nos filles, appliquée, ordre, méthode et discipline, voilà, va peut-être un peu se retourner sur elles, sur les filles parfois au niveau de l'anxiété. Et bon, ben, il faut analyser ça, et l'entourage dont je fais partie est très important, d'être toujours relativement cool et toujours positif, notamment au niveau de la pression, au niveau du stress. Le stress, il est important. Il est là, il est partout. Il est dans notre monde, il est au niveau de notre civilisation, etc. Il est important. Mais tout doit rester positif. Le non, non ne doit pas exister. Ça doit être oui tout le temps. Voilà, essayer de s'arranger. En tout cas, au niveau de l'entourage, au niveau des athlètes, à être avec eux, surtout. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est du sport. Ça fait partie du sport de ne pas marcher. Ou ça ne tourne pas. Bon, ben, on essaie de régler ça pour la fois suivante, ou même pendant l'événement, de monter, et l'esprit d'équipe est très très important. L'individualisme est toujours réducteur d'un résultat. Et moi je dis, un athlète doit présenter une joie de vivre, je sais pas, s'extérioriser avant l'événement, pendant l'événement, ce qui n'empêche pas une concentration suprême. Hein. Mais la joie d'être là, la joie de participer, avoir des contacts, etc., au bon moment, focaliser, etc., même si mentalement on est en train de préparer ça, parce que la compète, c'est pas 10 minutes avant qu'on l'a préparé mentalement, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 ans avant, mais rester relativement par rapport à rester soi-même, rester relax. Ouais, parce que peut-être pour expliquer d'abord, on va parler des défis et de stress. La science nous explique au fait qu'il existe 3 types de stress, 3 types de défis. Tu as les stress personnels, tu as les stress compétitifs et tu as les stress organisationnels. Pour donner une idée, quand on parle de personnel, on parle d'équilibre, travail-vie, la famille, les obligations académiques, etc. Quand on parle plus des stress compétitifs, on parle de le stress qui est créé pendant la préparation ou à cause d'une certaine blessure, ou les concurrents qui font un top temps pendant que toi t'es pas en train de faire des bons temps. Et organisationnel, c'est par exemple des stress à cause de l'entourage qui n'est pas assez bien, ou à cause des problèmes logistiques et financiers, etc. Quand vous entendez un peu la liste que je suis en train de nommer, vous ressentez des stress que vous avez eu dans votre carrière un jour ? Oui, du stress, on en a. J'en ai eu énormément en compétition. Ça, c'est indéniable. En fait, il y a toujours eu du stress. Il y en aura toujours. C'est, comme j'ai dit plus tôt, c'est le reconnaître, savoir qu'il y en a, et c'est comprendre et savoir comment le gérer. Le seul problème, c'est pas un problème, c'est que en fonction de la période dans laquelle on est dans sa vie, par exemple là un peu plus personnelle, où on le reconnaît pas toujours comme il faut, ou on le gère pas toujours comme il faut. Et ça peut être compliqué. Et puis après, au niveau organisationnel, et c'est là que l'entourage, les fédérations, les groupes d'entraînement sont hyper importants, parce que au moment de la compétition, si on peut se décharger complètement au maximum de choses un peu externes sur lesquelles on n'a pas toujours envie de s'occuper, ou le contrôle, ben à ce moment-là, c'est le staff et l'équipe qui doit prendre le dessus. Et quand ça, c'est performant, ben ça aide l'athlète aussi à se concentrer pour sa compétition et à gérer son stress au moment où il faut. Tu as un exemple en particulier qui s'est vraiment passé pendant ta carrière, où tu t'es dit, ouais, là, c'était bien pour moi un petit moment. J'en ai beaucoup. Hein. T'en veux partager un ? Je peux en partager un. Par exemple, 2009, championnat du monde, j'arrive pour partir pendant l'échauffement.
Et il n'y a plus de place dans le bus. Logiquement, là, c'est mon entourage qui doit faire le nécessaire pour, et je parle d'entourage fédération, qui doit faire le nécessaire pour que j'aille au stade d'échauffement le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Sauf que c'était pas vraiment le cas. J'ai dû, moi, commencer à demander à gauche, à droite, à savoir comment j'allais faire. Et c'est un stress qui est monté et j'aurais jamais dû avoir. Après, l'organisation même du championnat aurait dû faire en sorte qu'il y ait peut-être 2 bus pour que tous les athlètes puissent... Mais au moment où ça arrive, il y a quelqu'un qui doit pouvoir me prendre et me dire « T'inquiète pas, je gère et je vais, on va arriver au stade dans les temps et pour faire diminuer mon stress. » Parce que il y a ce stress qui est monté. Mais à côté de ça, j'ai le stress de la compète que je dois gérer, je dois me concentrer sur ma course et comme tu l'as dit avant, c'est pas 10 minutes avant, c'est tout un processus qui commence 6 mois, 1 an, mais au moment plus on se rapproche, plus on rentre dans ce petit détail et le fait qu'on contrôle une situation comme ça qu'on ne contrôle pas, eh ben ça fait un pic de stress énorme où on sort en fait de son mécanisme de concentration et de focus par rapport à la compétition. Et c'est pas toujours évident de se remettre dedans et de pouvoir... oui, c'est un exemple ici. Il y en a plusieurs, mais c'est pas normal que ça arrive. Et d'un autre côté, c'est une expérience qui se passe à ce moment-là, qui fait que, ok, les fois d'après, je vais peut-être pouvoir mieux le gérer. Mais logiquement, pour que l'athlète soit dans tip top, ça devrait pas arriver. Ouais, Joris, chez toi aussi, tu as des exemples dans ta carrière? Oui, j'en ai plein aussi. Assez récent, même juste avant les Jeux de Tokyo, on avait encore un champion du monde. C'était dans la période Covid, comme tout le monde le savait. Et on partait en Hongrie, de l'aéroport de Charleroi. On arrive, on avait tous les documents nécessaires pour pouvoir partir. Et au check-in, ils nous disent il vous manque un guichet. Nous, on avait tous les documents de la Fédé internationale. On demande quel guichet nous manque. Oui, de la douane. On avait un guichet du gouvernement, de la police, tout. Non, de la douane. C'était pendant 3 heures, on a discuté là-bas, on a essayé de quand même pouvoir partir. C'est un champion du monde. Tout le monde avait son poids aussi à faire. C'est aussi un stress en plus qui vient. Tu sais pas partir quand normalement t'es prévu. Et au final, on a dû retourner chez nous, prendre un autre vol le jour après. Mais bon, c'est très loin de l'idéal. Mais je vais dire, heureusement, par rapport à sa situation qu'il a mentionné avant, là, le staff, il a pris tout en main, il a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on était quand même dans les bonnes ou dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'enlève pas le stress de partir un jour plus tard. Tu as le vol dans tes jambes, tu dois partir directement aller faire ton poids. C'est très loin des conditions idéales, mais je pense que c'est un bon exemple de choses que tu sais pas contrôler et tu dois t'adapter et avoir un bon entourage pour que tu peux t'enlever un petit peu de tout ça. Je vais te poser un peu une question personnelle, donc si tu ne veux pas me répondre, tu me le dis. Mais quand on pense alors à le stress personnel, tu es en couple avec Norwitz, qui sera normalement aussi à Paris. Est-ce que ça te rassure justement qu'elle soit aussi là dans une période super intense pour toi, ou est-ce que idéalement c'est quand même un peu séparé à ce moment-là, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, au jeu c'est séparé. Moi je suis au début, elle est plus à la fin. Alors là-bas on ne sera pas ensemble, mais je pense que dans les préparations tous les deux on est focus sur ce que nous on doit faire et le moment qu'on revient à la maison, c'est un moment de repos, entre guillemets, de connexion à nous deux. Mais le fait qu'elle comprend ce que je fais et que moi je comprends ce qu'elle fait, c'est quand même quelque chose de très positif. Ouais. Oui, André, vous comme entraîneur, on est quand même dans une année olympique. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques que vous voyez en tant qu'entraîneur pour vos athlètes dans cette année olympique qui est différente pour une simple année? Oui, bien sûr, le meilleur résultat possible,
et si possible gagner, hein, tout simplement. Voilà. Et comment est-ce que vous préparez ça? Comment vous faites en sorte qu'ils sont prêts pour... Oui. Parce que, justement, le mental a énormément... Moi, c'est ce que je répète tout le temps. Le mental a énormément d'importance. Tout est là. Là, c'est le... Dans la tête. C'est dans la tête, et voilà. Et je vais prendre, par exemple, pour le moment, puisqu'on est là-dessus... Lucas, il a toutes les armes comme les autres, il est avec eux, et voilà. Il n'a aucune raison de dire je ne vais pas gagner. Il n'a aucune raison de ne pas penser qu'il va pouvoir gagner. C'est sûr. Parce que autour de lui, et il y a des communautés, il y a des communautés, il y a des pays où on réfléchit beaucoup plus comme ça que en Belgique, parce que il faut bien se dire qu'on est dans une communauté ici où parfois on se demande est-ce que un Belge aime un autre Belge, hein, ou est-ce que les Belges s'aiment vraiment bien. Quand on analyse ça, c'est un peu interpellant. Eh ben, il n'y a rien à faire. J'ai autant de chances qu'eux de gagner. Je vais y aller. Ouais. Mais là, je suis sur la pente ascendante. Maintenant, je fais partie des meilleurs du monde. Et dans mon épreuve, je dois me mettre dans ce mode, dans ce focus. J'y vais pour gagner. Là, on parle. Et je vais pas m'occuper des autres, etc. Je vais analyser, évidemment. Mm-hmm. Oui. Là, on parle vraiment du mental, mais quand on parle quand on parle des sortes de stresseurs qui peuvent venir, hein, quand on parle entre autres du compétitif ou du personnel, pas comme père, mais comme organisateur, comme coach, est-ce que vous voyez des défis? Genre vraiment, je pense que là, je pense rester, ne pas transmettre la moindre anxiété. Ça, c'est mon rôle. Et toujours être très, 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 très calme vis-à-vis de beaucoup de choses, tout en étant pendant les séances d'entraînement relativement rigoureux. Parfois, il y a des choses qui on veut pas que ça se passe. Mais malheureusement, ça doit se passer pour justement faire en sorte que sur le moment, on se rend pas toujours compte, hein, et puis ça arrive et il faut prendre du recul et ça peut prendre quelques mois, même parfois quelques années pour se rendre compte de ce qui s'est passé et comment en fait j'ai appris de cette situation. C'est pas toujours évident. Après, ça peut être accéléré aussi à nouveau par l'entourage. On est des athlètes, on a la tête dans le guidon et on veut toujours plus, on veut toujours performer, et c'est parfois très compliqué de prendre du recul. Ça... Parce que tu penses qu'il faut... Souvent, on essaie parce qu'on dit toujours le stress, c'est négatif, hein, les défis, on veut pas ça. Mais est-ce que le stress n'est pas justement nécessaire pour faire en sorte qu'on devient meilleur, qu'on s'améliore, aussi bien le stress à l'entraînement que le stress pendant la compétition? Ouais, certainement. Sans stress, tu sais pas aller atteindre ou te dépasser. C'est impossible. C'est un peu de la même manière que tu vas t'entraîner physiquement. Tu dois donner un certain stress à ton corps pour pouvoir améliorer. Mentalement, c'est la même chose. Tu dois donner un certain stress pour apprendre et pour t'améliorer. T'en as besoin pour te dépasser parfois. Et c'est vrai, dans le travail, je suis d'accord. Parce que le mental, il intervient aussi, on parle d'overtraining, etc. Mais peut-être que si on avait eu un autre état d'esprit en s'entraînant, on ne serait pas passé. Le burn-out est fort à la mode maintenant. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que peut-être on ne s'est pas mis dans certaines conditions, je vais dire, cérébrale, en tout cas du côté du cerveau, et que on passe à côté, quoi, et on est très mal, et on doit stopper. Tu voulais aussi dire quelque chose là-dessus ou... Non, mais par exemple, le stress, il peut être aussi... je prends l'exemple de départ d'une course où j'imagine même avant un combat,
ne serait-ce que le battement de cœur, on n'est pas, même si on s'est échauffé ou quoi, le moment, on est peut-être à 100, 110, 120 parce qu'on a eu l'échauffement, mais au moment où ça va commencer, un peu avant, on monte potentiellement à 160. Le petit coup d'adrénaline qui... Et en fait, c'est ce côté qui te dit il va falloir être prêt. Et le stress permet ça aussi, parce que si on arrive et qu'on s'en fout, en fait, on prépare même pas en dehors du mental, notre corps à agir sur le moment. Et si ça arrive en combat, j'imagine, tu te fais retourner sur la première seconde parce que t'es pas prêt. Et ce stress va permettre d'être vigilant. Mais il faut arriver à l'appréhender et à le comprendre et à le faire en sorte de le rendre positif. Comment est-ce que vous faites ça à l'entraînement? Je sais pas, vous, votre entourage, pour un peu, Ouais, j'ai eu la chance très très tôt avec différents experts d'apprendre à me connaître moi d'abord, de connaître mon corps, de connaître, d'avoir des techniques de relaxation ou si c'est pas de relaxation, de concentration. Très tôt, j'ai pu apprendre ça et en même temps j'ai pu mettre ça un peu à ma sauce. Donc, j'ai pu comprendre ce qu'il fallait faire et comprendre pour moi ce que je devais faire pour l'appliquer. Parce que il y a des théories et on dit ouais, tu dois respirer, tu dois compter ta respiration, tu dois faire. Si un athlète est là et comprend pas forcément ce qui se passe, il va compter ses respirations, il va pas forcément mieux se concentrer ou être mieux. Donc, ça dépend un peu de tout le monde. Mais j'ai eu cette chance très tôt de le comprendre et qu'on m'ait appris ça. Et après, à l'entraînement, c'est chaque mouvement, entre guillemets, il faut savoir ce qu'on fait. Ouais. C'est pas juste fais, je sais pas moi, 5 fois 100 mètres et tu fais. Non. Chaque fois, ta position de départ, comment tu accélères. Tu répètes. Ce qui fait que quand tu arrives au moment où il faut vraiment le faire, et en fait, ça passe tout seul, c'est bingo. Et chez vous, il faut de temps en temps recréer le moment de stress que tu vois dans une compétition, à l'entraînement. C'est important pour vous? C'est important, oui. Parce que si tu ne sens pas ce stress, tes réactions sont déjà différentes. Quand tu es très, très relâché par rapport à un peu stressé, ça peut aller des deux côtés. Hein. Tu peux être stressé et complètement bloqué et que tu ne réagis plus. Ou tu peux voir que, écoute, le stress, il est là. Je suis conscient du fait qu'il est là. Et j'ai dit, vas-y, viens, pas de problème, je suis prêt pour toi. Et ne pas être, non, je te veux pas. Tu dois comprendre pourquoi il est là. Et si tu ne recrées pas ça à l'entraînement, t'as que ces petits moments de compétition où tu peux aller le retrouver. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'en a pas tellement non plus de compétition. On en fait 10, max 12 par an. Alors, à l'entraînement même, on se met déjà très souvent dans le même état d'esprit. Parfois, c'est avec des exercices, parfois, c'est avec un partenaire qui, par exemple, c'est une situation qui te fonce dessus. Comme, par exemple, je marque au début d'un combat, je dois encore tenir 4 minutes et défendre mon score. Ça, c'est une situation dans un combat super stressant que quand tu ne l'as pas fait à l'entraînement, devient très, très compliqué. Alors, par exemple, on l'a encore fait ce matin d'ailleurs, avec le coach, on se dit, OK, t'as un Wazari, toi, tu le fonces dessus et tu peux pas prendre de pénalité. Et c'est une manière de travailler qui permet qu'à la compète, quand ça arrive, j'ai déjà l'expérience du stress parce que quand quelqu'un te fonce dessus, c'est tes instincts qui prennent le dessus sur tout ce qui est technique et tactique. Et tu dois pouvoir t'entraîner d'une manière que l'instinct, ça doit rester parce que c'est un sport de combattant et l'instinct, le timing est très important. Mais il y a une énorme partie de tactique, technico-tactique, que
que tu dois savoir appliquer quand tu es super stressé. Et c'est à ça que l'entraînement sert, et ces situations spécifiques. Ouais, parce que Kevin, quand je vois chez Jore, c'est vraiment du one-on-one. Tu peux tout savoir ce que tu veux, mais si l'autre bouge vers la gauche, tu dois répondre là-dessus. Si à droite, tu dois répondre là-dessus. Chez vous, c'est plutôt plus... Ouais, je dirais une ligne droite, mais pas les 400 mètres. Mais comment est-ce que, oui, c'est plutôt toi et ta course. Et bon, c'est vrai qu'il y a des gens à gauche et à droite de toi qui vont peut-être un peu influencer. Ouais, mais je pense qu'on peut mettre, il peut y avoir des similitudes dans le sens où, ok, il doit réagir sur un combattant, mais je pense qu'il doit aussi c'est connaître son corps. Ouais. Donc de savoir, ok, s'il y a ça ou ça ou ça, comment je dois moi me sentir pour pouvoir réagir. Et nous aussi, sauf que bon, on n'est pas au combat directement, mais c'est pouvoir dire, si le gars qui est devant moi, qui normalement est plus lent, à 2-3 mètres d'avance après 200 mètres, non, je m'en fous, c'est son problème. C'est toujours revenir se concentrer à soi et pas sortir de cette concentration. Parce que je pense, et surtout, je pense qu'en combat, c'est similaire aussi. Si on commence à réagir, je ne vais pas dire par peur, mais sans comprendre ce qui se passe pour nous, en fait, on commence à perdre. Et reconnaître cette situation-là aussi, c'est important parce que si on le reconnaît, et c'est une fraction de seconde, ça permet aussi de se reconcentrer et de reprendre. Je prends ici, j'ai jamais fait de judo, mais j'imagine que c'est un peu similaire. C'est tantôt. Et puis de se remettre et se reconcentrer. Et nous, au moment, on a 45 secondes. Et quand ça va bien, c'est plus vite. Mais je veux dire, c'est pouvoir toujours se recentrer sur soi pour appliquer les choses et se battre soi-même. Et si on arrive à se battre soi-même, on peut battre les autres et on n'aura pas... Si je fais mon record, quelqu'un va plus vite, bravo, il n'y a pas de job. Il a fait son job et moi j'ai fait le mien et ce sera pour la prochaine course. Quoi. Si on va voir un peu plus spécifiquement chez les stresseurs, André, tu as déjà parlé là tantôt des réseaux sociaux, qui est un gros changement comparé à des années. Pour vous, comme athlète, comment est-ce que vous voyez les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose de positif, quelque chose de négatif? Comment vous faites ça pendant une compétition? Comment est-ce que vous gérez ça comme athlète? Je pense que ça dépend de la personne qui tu es. Je pense pour certaines personnes, c'est très positif et ils en prennent de l'énergie. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je vais pas mentir, c'est quelque part une obligation pour les sponsors, etc. C'est très important. Si j'étais pas sportif de haut niveau, j'aurais pas Instagram, par exemple. Ça, c'est une certitude. Je suis quelqu'un qui essaye de vraiment vivre dans le moment et de ne pas trop être sur mon téléphone, etc. Alors, les réseaux sociaux, c'est l'inverse. Parfois, tu es sur ton téléphone pendant 1 heure et t'as rien foutu. Est-ce que tu te sens alors de temps en temps mal que tu dois poster un truc pour le sponsor pendant qu'en fait t'as pas du tout envie ou pas du tout, je veux dire, des moments où tu dis, comme tu dis, j'aurais pas de réseaux sociaux si c'était pas pour des sponsoring et ci et ça. Donc, oui, c'est pas difficile de temps en temps de dire, je garde quand même encore. Non, quelque part non, parce que ça fait partie du jeu et c'est aussi une certaine reconnaissance par rapport aux gens qui te soutiennent. C'est une des manières qu'on peut le faire. Alors, je comprends très bien l'importance et j'ai pas de problème à le faire non plus. Mais je veux pas passer des heures à regarder sur Instagram tout ce qui se passe, par exemple. Juste avant une compète, 2 jours avant, je regarde plus rien, par exemple. Déjà aussi en judo t'as les tirages, etc. Quand tu vas regarder sur les réseaux, tu les vois tout de suite. J'ai pas envie de le savoir, moi, mon tirage. C'est déjà une autre manière. Et avant une compète, j'aime bien rester en contact. Désolé, mais tu veux pas savoir parce que c'est me, myself and I. Je fais en sorte que je suis à mon mieux et puis le reste, en fait, on s'en fout contre qui je joue. C'est un peu ce qu'il a dit tantôt, en fait. C'est bien ça. C'est important de savoir ton adversaire et ce qu'il fait pour que tu aies une tactique et tu sais, ok, c'est ça que je dois faire, par exemple. Sur le
prendre le kimono, c'est différent sur un droitier qu'un gaucher. Alors, tu dois le savoir, c'est qui, mais on se connaît tellement bien que 5 minutes avant un combat, mon coach peut dire « Ok, tu prends celui-là », et moi, je sais déjà ce que je dois faire. Ok. Et c'est de partir de tes côtés forts. C'est exactement ce qu'il a dit. Et ne pas dire « Ok, ouais, non, si je prends là, les gars, il va faire ça ». Non, c'est pas comme ça que... T'es en retard, sinon. Voilà, c'est ça. Tu dois te dire « Ok, moi, je vais faire ça, je vais mettre sa gueule par terre ». C'est plus comme ça que j'essaie de réfléchir. Ah, c'est beau. Et pour ça que aussi j'aime pas trop regarder sur les réseaux les jours avant. Et ouais, je m'entoure avec les personnes qui sont très importantes pour moi. Et c'est avec eux que j'ai encore un peu de contact par vidéo, etc. quand on est à l'étranger. Mais le reste, pour moi, c'est une sorte de distraction dont j'ai pas besoin. Vous voyez ça comment chez vous dans l'équipe ou comme individuel? Est-ce que vous avez Moi, je suis un peu comme lui. Je prends du recul. Le problème, enfin, je vais pas dire le problème. C'est chacun réagit comme il le sent, mais contrôle pas, on fait ce qu'on veut, hein. Contrôle pas l'information qui va apparaître, qui va venir, et à partir de ce moment-là, on est réactionnaire. Et si on est réactionnaire, on n'est plus dans le contrôle de soi. Alors, il y a des choses très positives, c'est pas ça, mais il suffit d'une info négative que ça pourrait faire beaucoup. Et on parle de pic de stress. Au moment où on est stressé et qu'on a une information ou un pic de stress supplémentaire, c'est négatif. Donc, moi, personnellement, je me détache de ça complètement, même, enfin, que ce soit réseau social ou articles de journaux, journalisme. Enfin, moi, je suis complètement, je veux rien savoir parce que ça ne m'apporte rien de plus à ma performance ou à ce que je dois faire. Donc, André, vous, pour vos athlètes, est-ce qu'ils pourront être sur les réseaux sociaux à Paris, ou est-ce que vous allez quand même essayer de guider ça un peu? Ou ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands assez? Voilà, ils sont adultes. C'est pas leur première compétition. Moi, je suis en dehors de tout ça. Facebook, je sais même pas comment on allume ça. Instagram, tout ça. Tu as déjà réussi à éteindre ton téléphone là tantôt, donc ça c'est déjà bien. Oui, bon. Voilà, vous avez remarqué d'ailleurs. Mais moi, je prends un exemple. Il y a un gars, c'est un des rares champions olympiques qu'on ait eu dans un grand sport, la natation, c'est Fred de Burgrave. Bon, il se fout pas mal qu'il y ait un Chinois, un Américain, il ne sait pas s'il est grand, s'il est petit, ce qu'il a gagné, etc. Il ne sait même pas son nom. Il est là, il monte sur le plot, il gagne. Et il dit 2 mois avant, moi j'ai gagné. Je vais pas à Atlanta pour participer. J'y vais et comme par hasard, bon, il est très fort, évidemment, c'est un gars qui était super doué, mais il s'occupe pas, donc il est comme toi, il veut pas savoir qui est à gauche, qui est à droite, il va même pas voir sa série, il sait qu'il est au couloir 3, au couloir 2, lui il y va, hein, il veut pas savoir, il y a 2 Canadiens là dans ta chose. Non, fous-moi la paix avec ça. Et hop, il est parti. Et voilà. Et advienne que pourra. Moi, je sais nager. Je vais montrer ce que je vaux. Et boum. Alors qu'il y a des anxieux qui sont beaucoup. Ouais. Je crois que c'est réducteur au niveau de la performance. Il faut faire attention. Ouais. Maintenant. Moi, je dis toujours, les gens sont un petit peu différents. Hein, tu parlais parfois tu parlais, moi, je dois me concentrer, etc. Et je dois pas m'amener. On voit des gens, on se demande comment ils font, quoi. Hein, qui s'amènent, qui sont cool, là. Je suis d'accord. Ils ont l'air de s'en foutre complet. Ils sont à gauche, à droite. On voit notamment, et ça, il faut prendre
il faut réfléchir. On voit en athlétisme, on voit des Africains qui sont, avant la course, là, ils sont complètement, moi j'ai déjà été au village, ils sont tellement... ils rigolent ensemble, là, mais ils font un raffut abominable. Et dans 10 minutes, le mec, il prend le départ, il est encore avec la musique, là. C'est sa manière, hein. Oui, c'est sa manière de faire. C'est sa façon. Comme il a expliqué, moi, j'ai grandi comme ça, c'est mon truc, il faut avoir, c'est très individuel, hein. Mais voilà, si le gars dont je parle, il vit comme il applique la méthode Borlée, on dira ça. Hein? Je sais pas si c'est la méthode Borlée, mais ce que je pense surtout, c'est l'individu doit se connaître, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Et on a déjà vu même en athlétisme, Usain Bolt, il fait le show, mais tout le monde pense qu'il n'est pas stressé à cause de ça. Ce qui fait que d'autres personnes, d'autres athlètes qui ne se connaissent pas spécialement veulent faire à la Bolt et ça ne fonctionne pas du tout. Et être décontracté ou cool, ça veut dire quoi aussi? Par exemple, je sais exactement à quel moment je me concentre, ou encore quand je sors de ma concentration, ça m'empêche pas de pouvoir être en discussion avant, d'être cool. Mais par exemple, moi, je sais qu'un moment où je commence vraiment à me concentrer, c'est en chambre d'appel. Là où il y en a d'autres qui sont dans un autre délire, où ils sont complètement... Et moi, c'est le moment où je prends vraiment le contrôle de ce que je fais. Donc, je crois que c'est individuel, mais c'est important que chaque athlète puisse le comprendre. Les gens vivent... je sais pas, on vient encore de... mon fils a un grand copain qui est espagnol. Il est andalou. C'est Hugo González. Il était champion du monde aux 200 mètres d'eau il y a 5 jours d'ici. Mais bon, lui, je sais pas, quand tout le monde... Quand tout le monde arrête, lui, il commence à vivre, par exemple, le soir. Tout le monde va dormir très, très tôt, mais aller faire dormir un Andalou, hein, qui commence à manger à 22 heures, on peut l'améliorer, mais il s'il a dormi toute l'après-midi... Ouais, c'est ça, il ne faut pas changer. Alors, pour le moment, on vient d'engager trois entraîneurs nationaux en Espagne, des Anglais qui sont on doit faire telle heure ceci, mais il dit le gars il s'est cassé, hein, il est et c'est le seul titre qu'ils ont pris. De temps en temps, voilà pourquoi, parce que voilà, c'est très individuel tout ça, mais quelque part il y a un mode de fonctionnement, qui est là. Quand on pense pur à des sportifs, le sommeil et les blessures, par exemple, c'est aussi super important. Oui. Parce que tu dis maintenant, il dit il faut aller dormir à ce moment-là ou il faut pas. Et je suis d'accord qu'il faut c'est chacun pour soi, oui, mais il y a quand même un peu un mode d'emploi quand même. Et je sais pas pour vous, mais les blessures et le sommeil, voilà, est-ce que tu as beaucoup été blessé? Est-ce que tu dors beaucoup? Est-ce que tu es occupé avec ça? C'est des choses que vous faites? Oui, tout ce qui est récupération est super important. On fait énormément d'heures sur le tapis et le judo, c'est un sport de contact, c'est un sport de combat. Alors oui, on se blesse assez souvent. Tu dois juste essayer d'optimaliser que c'est des petites blessures ou si c'est une grosse que tu peux revenir assez vite. Mais c'est aussi individuel. Tu as quelqu'un qui, par exemple, qui est longiligne et un peu moins musclé, il ou elle va se blesser un peu plus vite que quelqu'un qui est un petit peu plus petit, musclé, souvent. Ça dépend un peu de ton judo, mais c'est d'optimaliser pour l'individu. Et oui, moi, je suis énormément occupé à essayer de l'optimaliser, d'assez dormir, de faire assez d'exercices de renfort, etc. De faire des tests pour savoir, OK, là, j'ai encore peut-être des déséquilibres ou des manquements, etc. Mais c'est aller chercher les tout petits détails, ainsi que dans l'entraînement qu'en dehors.
Et je pense que Kevin, ça va être la même chose. C'est super important. C'est la même chose. Et je pense que c'est individuel. C'est sûr que chaque athlète doit s'adapter. Et le problème, encore une fois, c'est que quand on a 20 ans, on peut faire plus de choses ou des choses différentes que plus tard. Ça déjà, il faut pouvoir le reconnaître. Et le coach, l'entourage est à nouveau hyper important pour guider. Mais l'athlète doit pouvoir comprendre cette adaptation et évoluer avec le temps entre guillemets pour savoir que bon, ok, j'ai plus 20 ans et je peux pas sortir 3 jours avant pour performer 3 jours après. À 20 ans ça passait parce que voilà, mais donc il faut se comprendre et il faut un coach ou en tout cas quelqu'un qui soit là pour guider et faire comprendre à l'athlète, le mettre sur le bon chemin. Ça veut dire quoi? C'est aléatoire, ça dépend de chacun. Mais Phil Jackson, avec ce soit les Bulls ou les Lakers, il s'adaptait entre guillemets. Il mettait pas des règles bien précises. Il savait les joueurs qu'il avait avec lui et il naviguait pour que chaque joueur se sente bien et puisse performer quand il était temps de performer. Ouais. On dit souvent what doesn't kill you makes you stronger. Est-ce que toi, tu as déjà une fois eu une blessure ou vu par après, tu t'es dit, ou peut-être quelques années après, tu t'es dit, waouh, en fait, pas mal que j'ai eu cette blessure à ce moment-là parce que là, j'ai vraiment fait un déclic et j'ai fait en sorte que j'ai vraiment pu travailler à moi-même, à mon physique ou à mon mental. Et depuis lors, en fait, je suis vraiment, j'ai fait un gros pas. J'irai pas j'irai en fait sur un moment précis. Ça peut être positif. Pourquoi? Parce que on est tellement, par exemple, pendant je sais pas moi 6-7 mois, on s'entraîne comme des dingues. On est performance. Ça se passe pas toujours comme on veut. On cherche, que ce soit mentalement, le stress, on a un peu mal. Et puis d'un coup, en fait, il y a à un moment T, il y a une blessure qui arrive. Il faut la gérer, mais ça peut en fait donner un déclic qui fait ok, en fait, je peux me réorganiser mentalement pour faire face à ce problème et faire en sorte que... Et en fait, ça donne une nouvelle deadline. Je prends un exemple, je crois 2018, début mai, compétition, bam, claquage. Début des compétitions, j'ai rien eu avant, c'est le début de la saison. Et en fait... Dans l'immédiat, et à nouveau le staff est hyper important, tout est planifié. Ça, c'est pour moi très important pour le sportif, parce que ça met à court, moyen terme, ça met un chemin avec des experts qui vont faire en sorte, ok, le médecin il va dire, ok, claquage, on va passer comme ça, le kiné va dire, on va parler. Et en fait, ça apaise l'athlète, mais aussi il a un objectif à court terme, qui est pas forcément un championnat, qui est pas forcément... Donc, le stress de la performance est pas forcément là, mais il y a quand même l'objectif de soigner, de faire en sorte que, ok, dans 6 semaines, 2 mois, je peux être fit. Pourquoi? Parce que le médecin, le kiné, le coach sont là, sont confiants, et en fait, on rentre dans quelque chose qui le lendemain, ok, j'ai un objectif très court, mais qui me permet d'avancer. Et on voit l'évolution qui est en fait un mini-objectif dans une planification qui est bien plus large. Et en 2018, ça m'est arrivé directement. Le staff, j'ai envoyé des mails au staff, tout était mis et sur le jour même, je savais vers quoi j'allais. Et au final, je suis médaillé au championnat d'Europe à Berlin. Mais le chemin a été compliqué parce que quand on recommence, la performance n'est pas là, elle n'est pas ce qu'on... Mais il y a quand même ce côté, ok, mais j'étais blessé, j'ai travaillé, j'ai bien travaillé, ok, to the next one. Et en fait, on repart que s'il n'y avait peut-être pas eu ça, si ça tombe, j'aurais peut-être même pas fait ces perfs parce que j'étais trop dans il faut que je perf, il faut... Donc, oui, ça peut être positif si c'est bien géré. Et à nouveau, le staff est hyper important pour ça.
est-ce que vous, étant alors le staff, est-ce que vous pouvez alors employer un peu les expériences que Kevin vient de nommer, ou est-ce que chez vous, ça se passe aussi comme ça? Oui, oui, la nature humaine est différente un peu chez chaque individu, et bon, il y a... Est-ce que vous faites en sorte que, comme staff, que l'athlète doit, façon de parler, vraiment plus que réfléchir à quel est mon objectif aujourd'hui? Moi, je ne suis pas, par exemple, Kevin vient de citer l'exemple de tout le programme. Moi, je n'aime pas d'amener un programme qui est rigoureux à un athlète. Je l'ai fait, il est rigoureux pour moi, pour le staff, mais l'athlète, je vais le laisser quand même un peu, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. On mettra sur un tableau... Pas du tout, c'est pas du tout ça que je dis, c'est que l'athlète puisse se projeter et dire... C'est pas du tout un programme rigoureux, c'est qu'il puisse dire, OK, j'ai eu claquage, je suis blessé, c'est possible dans 6 semaines de recourir à 100%. Et donc ça, c'est un objectif, c'est une perspective qui fait que, OK, en fait... Tu parles de 6 semaines. C'est parce qu'il y a des gens qui font des trucs, par exemple, pour une saison, ou pour une demi-saison. Moi, je me le fais. Franchement, oui, mais je pense que l'athlète ne doit pas... Et même sur papier, mais non, pas du tout. Je ne parle pas de quelque chose de... il faut, demain matin, je dois faire ça. Non, c'est justement au staff à prendre le dessus et savoir, OK, ce qui se passe. Mais l'athlète doit quand même se dire, dans 2 semaines, je peux déjà courir. En fait, dans 2 semaines, je peux déjà courir. Je suis pas parti pour 3 mois et je vais pas passer à côté de ma saison. C'est simplement avoir quelque chose qui fait que ça apaise l'athlète et qu'il sache vers quoi il va. Parce que, et je parle à nouveau d'expérience, si on dit, tu sais quoi, on verra bien. OK, je verrai bien, je me repose, je recommence. Ça va pas, merde, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi, on va voir. On va voir comment ça va. Et en fait, tu cogites, t'es tout le temps là. Oui, mais le problème si on fait trop court terme, par exemple, c'est que à chaque fois on repousse. Et plutôt que de prendre le temps et de dire, en fait, dans 6 semaines, si on fait bien les choses, t'inquiète pas, ça va. Mais tu dois être patient, tu dois être calme, ne te prends pas la tête. Que de dire, on verra bien la semaine prochaine. En fait, ça n'apaise pas forcément l'athlète et il ne voit plus les perspectives, sachant qu'il y a un objectif très important, une échéance très importante qui va arriver. Et je parle de mai à fin juillet, par exemple. C'est petit. Donc, pour apaiser, je pense qu'il faut avoir un staff, un coach qui fait en sorte que l'athlète, en fait, t'inquiète pas, c'est une blessure, mais on a tout ce qu'il faut pour que tu y arrives. Et c'est surtout ça le message. C'est pas avoir un programme rigoureux et en fait pendant 6 semaines on sait plus comment on s'appelle parce qu'on Non, mais je comprends comment. Je pense qu'on va presque devoir terminer aussi. Ce que moi je retiens un peu, c'est que il y a beaucoup de choses. T'as les réseaux sociaux, t'as les blessures, t'as le sommeil. Il y a plein de choses qui font en sorte que il y a des choses difficiles. Mais je pense que c'est important de voir ça comme un défi et pas comme une menace. Si on arrive à ressortir les choses positives, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour un athlète pour faire des pas et avoir un objectif naturellement que si on voit tout négatif et un menace, quoi. Je voudrais quand même déjà vous remercier, André, Kevin et Jora. Juste une dernière question. Il y a quelque chose, est-ce qu'il y a encore un petit message que vous voulez envoyer vers les fans, vers les athlètes, ou quelque chose que vous avez retenu de la discussion d'aujourd'hui que tu sais peut-être employer plus tard dans ta propre carrière? Un message. Et je crois que Jora préfère l'expérience de Kevin pour commencer. J'ai aussi un truc à dire, mais je vais le laisser parler d'abord. Ouais, la discussion. Mais ce que j'aime surtout quand on discute comme ça, c'est l'expérience. Et au final, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes et qu'en fait, la manière dont on peut s'exprimer chacun, même si, c'est des mots différents, en fait, se rejoignent et donc, c'est toujours hyper intéressant de partager avec d'autres disciplines. Cool. Jora? Soyez conscient du chemin que vous faites et essayez de rester dans le moment
vous concentrer sur le maintenant, l'aujourd'hui et prenez du plaisir. Parce que pour moi, ça reste le numéro 1. Quand tu perds ça devient compliqué. Et tu dois essayer de retrouver des méthodes ou faire des changements pour le retrouver. Mais prenez du plaisir et soyez conscient du chemin et de chaque moment. André, pour clôturer. Voilà, moi je dirais à tous les gosses, croyez en vous. Vous avez 2 bras, 2 jambes, comme dans le monde entier. Et vous êtes fort, vous connaissez, vous grandissez, vous allez encore mieux vous connaître. Et prenez du plaisir à ce que vous faites. Les défaites, elles seront là. Elles vous attristeront. Vous serez très mal après. Mais ce sont ces défaites-là qui vous renforceront et qui vous permettront de devenir peut-être le meilleur, ce que vous voulez tous, parce que tous les gamins, ils veulent être le plus fort. Eh ben, c'est cette voie à suivre. Et bon, prenez du plaisir et croyez en vous surtout. Merci. Joran, Kevin, André, merci d'être venus jusqu'ici. Merci de parler de vos expériences. Good luck à Paris. Et j'espère qu'on se verra là. Et aux auditeurs, merci et à la prochaine. Team Belgium.